Alors une fois le diagnostic établi, les Français ne savent pas à qui s'adresser. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette question? Qui peut nous aider? Le médecin traitant est parfois aussi désemparé d'ailleurs que la famille. La prise en charge de la maladie et de ses conséquences repose sur un très grand nombre d'intervenants. L'hôpital, les centres locaux d'information et de coordination, les services de l'État, les conseils généraux, les municipalités, l'assurance maladie, la caisse de retraite, n'en jetez plus. Et quand l'annonce de la maladie s'abat sur la famille, la complexité du système de prise en charge ne fait qu'ajouter à son désarroi, pour ne pas dire à sa désespérance. Il faut cesser de donner le tournis aux Français. Je souhaite une porte d'entrée unique dans le système de la prise en charge de cette maladie. C'est une question de justice. Ne pas ajouter la douleur à la souffrance. Le dispositif de prise en charge du risque de dépendance, le 5e risque, sur lequel je me suis engagé, apportera des solutions générales pour l'ensemble des personnes en perte d'autonomie. Je demande à la Commission de nous faire des propositions précises sur ce sujet pour les malades d'Alzheimer. Il est essentiel de distinguer le rôle des opérateurs, qui offrent un service, du rôle des financeurs. C'est un principe appliqué depuis longtemps dans l'entreprise. Le service de contact avec l'usager n'est pas le service de gestion. Je souhaite que l'ensemble des acteurs de la prise en charge de la maladie puissent s'entendre et mieux s'organiser autour de ce principe. Ne pourrait-on imaginer des plateformes de territoire autour des conseils généraux et avec l'appui de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie? Ces plateformes organiseraient la porte d'entrée unique. Il n'est nul besoin d'une grande réforme institutionnelle pour atteindre cet objectif. Avec un peu d'intelligence créatrice, un peu de mobilisation, on doit pouvoir répondre à vos attentes. Il serait également utile de distinguer les phases avancées de la maladie des cas débutants. Le besoin d'orientation dans le système de prise en charge n'est pas de même intensité selon que la personne est à un stade précoce de la maladie ou connaît, à l'inverse, une évolution avancée. Il en est de même pour le médecin traitant. La meilleure organisation de son rôle auprès du malade, sa plus forte collaboration avec des assistantes sociales ou des infirmières doit être recherchée pour les malades les plus gravement atteints. Alors c'est envers les personnes dont la maladie est la plus avancée que nous avons les plus grands devoirs. Ce sont ces malades qui sont le plus exposés aux phases de crise. Ces moments de crise, ces chutes, ces chocs, ces agitations, ces passages interminables aux urgences, ces médicaments si nombreux qu'ils en deviennent dangereux, tous ces événements peuvent tuer. De telles conséquences peuvent être prévenues si l'histoire de la personne est connue tout de suite par les professionnels. Comme cela a été fait pour les maladies rares, ne serait-il pas possible d'envisager une carte d'information pour chaque malade dont l'autonomie est altérée? Cette carte permettrait aux membres de la famille, au personnel de l'hôpital ou de la maison retraite d'avoir un accès immédiat à l'information nécessaire face à une situation de crise. Il ne s'agit nullement de stigmatiser les malades. Il s'agit sur le principe du volontariat, d'éviter les erreurs et les gestes dangereux auxquels leurs troubles de comportement les exposent. Cette carte aurait d'abord vocation à protéger. Je souhaite que la Commission, avec France Alzheimer, examine sa faisabilité. Le parcours des malades, c'est un parcours auprès des professionnels. Médecins, infirmières, aides-soignantes, agents de service, assistantes sociales, aides médico-psychologiques, psychologues, psychomotriciennes, orthophonistes, ergothérapeutes, auxiliaires de vie sociale. J'en oublie certainement. Je vous prie d'ailleurs de m'en excuser. Je veux rendre hommage à leur magnifique dévouement, parce que face à ces situations de détresse, elles sont le seul espoir. Le plan Alzheimer ne sera rien sans ces personnes. Elles sont les piliers du plan Alzheimer. Et je veux leur dire que nous avons besoin d'eux. Nous ne pouvons pas éluder la question de l'attractivité de ces métiers. Une grande partie des efforts permis par le plan serait ruinée si la question de l'attractivité de ces métiers n'est pas traitée. Ma conviction, c'est que la condition des métiers médico-sociaux doit être revalorisée. Comment demander à une aide-soignante de rester motivée, d'apprendre les nouveaux référentiels, d'écouter, de veiller pendant près de 40 ans, quand sa seule perspective
est d'être rémunéré 1100 € par mois. Oui, je sais, c'est une marotte, dira-t-on. Mais moi, je ne serai pas le chef d'État qui nierait qu'il y a un problème de pouvoir d'achat dans notre pays, que cela plaise ou non. Je veux dire que ça plaise ou non à certains experts. La question du pouvoir d'achat, elle est clairement posée. L'aide-soignante a un rôle crucial pour la personne malade en établissement. Il faut que ce rôle soit reconnu. Je ne veux pas imposer aux gestionnaires d'établissement des mesures salariales brutales qui les fragiliseraient. Mais des réévaluations sont possibles dans certains secteurs plus que dans d'autres. Elles devront être assorties de contreparties, par exemple sur la gestion des horaires de travail et programmées dans le temps. Mais ce n'est que justice pour celles et ceux qui sont sur le front du vieillissement de la population. L'attractivité dépend également de l'effort de formation. Il est normal que les établissements offrent une formation régulière à leur personnel sur la maladie d'Alzheimer. Il y a des gestes qui rassurent, qui apaisent, et il y a des gestes qui effraient. Il y a la réponse aux situations de crise auxquelles il faut être préparé. L'attractivité, c'est également améliorer les perspectives de carrière des personnels. Des passerelles doivent être développées entre les métiers, grâce à la valorisation des acquis de l'expérience. Une aide-soignante, si elle le désirait, pourrait devenir infirmière sans partir de zéro. Ça s'appelle la promotion sociale. Et elle est en panne dans notre pays, et c'est un scandale. La profession d'infirmière s'enrichirait de l'arrivée d'aides-soignantes expérimentées. Dans la même logique, une infirmière ne pourrait-elle pas prétendre, grâce à des passerelles, à l'accès à des professions plus spécialisées? Nous avons tout à gagner au décloisonnement des filières. Il faut que l'ascenseur social fonctionne de nouveau pour tous. Je ne dis pas qu'il faut aligner tout le monde vers le statut le plus élevé, ça n'aurait pas de sens. Je dis que les meilleurs doivent pouvoir évoluer dans l'intérêt des métiers eux-mêmes et de leur dynamisme, et dans l'intérêt des malades, pour maintenir un niveau élevé de prise en charge. La prise en charge de la maladie d'Alzheimer appelle sans doute de nouvelles compétences. Il nous manque des compétences de coordination à la frontière, je dirais, du médical et du social. La coordination de l'ensemble des acteurs de la prise en charge, en particulier pour la personne malade à domicile, est une piste qu'il faut explorer. Ce sont en définitive les principes du système LMD que je veux promouvoir. Il n'est sans doute pas souhaitable d'appliquer à brûle-pourpoint à l'ensemble des professions de santé et des professions médico-sociales les principes du système LMD, mais utiliser à bon escient les avantages du LMD pour favoriser l'ascenseur social et les professions intermédiaires, c'est ce que j'entends favoriser. Je souhaite que la Commission nous fasse des propositions en la matière. Le gouvernement s'engagera pleinement dans l'application des mesures que vous nous proposez.